Alors, bonjour, bienvenue. Ça me fait plaisir que vous soyez là. Mon nom est Stéphane Stéphaniak. J'ai eu le plaisir de co-créer Swiss Coding. Je vous raconte un tout petit peu l'histoire tout à l'heure, d'où ça vient. Vous voyez, on n'est pas un énorme comité, mais on avait un peu des disparités entre ceux qui avaient vraiment envie de voir qu'est-ce qui se passe. Ils nous disaient, ah ouais, peut-être on va en cours d'année. Donc on s'est dit, plutôt que de planifier un truc énorme plus tard et tout ça, on commence déjà maintenant. Vu qu'on avait beaucoup de questions sur les témoignages clients et des sujets comme ça, on s'est permis d'avoir l'enregistrement de la séance pour pouvoir le partager, soit aussi pour vous avec vos collègues, soit du coup un peu plus large avec d'autres établissements. En principe, c'est filmé par derrière. Et puis s'il y a des discussions qui sont trop particulières ou vous mentionnez des spécificités de votre établissement, on les coupera en fait. L'idée, c'est que vous puissiez vous exprimer librement. Et puis après, en post-production, on enlèvera les choses. Ça vous va ? Je vais vous faire un petit peu une intro. Qu'est-ce que c'est Swiss Coding ? Qu'est-ce que est ce sujet Cody pour lequel vous êtes venu ? Et après, il y aura un entretien entre Robert Derendinger, qui représente le Swiss Medical Network, qui est un des deux grands groupes de réseaux cliniques privés en Suisse, et puis interviewé par notre collègue Leila. Je vais vous faire l'intro plus détaillée tout à l'heure. Et après, il y a Christophe Rousseau qui va arriver. Certains d'entre vous ont déjà eu l'entretien avec lui. C'est notre COO pour le côté technique. Il est parti hier après-midi de Marseille. Puis malgré tout, il semble qu'il va arriver dans les 15-20 minutes. C'était un trajet plus long que prévu avec les trains. Mais du coup, on a ces trois parties et puis on finit vers fait 2 heures, midi et demi. Et comme ça, on peut manger encore ensemble. Il y a un repas qui est prévu juste après. Ça vous convient ? N'hésitez pas à interrompre ou poser des questions. Vous allez voir tout de suite depuis l'accent en fait. Donc du coup, je suis pas français. On a fait un grand travail pour être sûr que notre équipe, qui est en partie française, fasse la traduction de l'outil qui aujourd'hui tourne en Suisse. Et puis Christophe va vous montrer comment concrètement ça se passe aussi pour le modèle français. Mais je sais que je ne suis pas très à l'aise déjà dans la langue, mais dans certaines abréviations, n'hésitez pas à clarifier ou poser la question pour ce sommet. Donc du coup, je vais vous parler un tout petit peu de Swiss Coding et peut-être en commençant pourquoi vous êtes là. Parce que nous avons eu beaucoup de discussions dès qu'on est sorti du marché suisse. On a dit, on a trouvé une petite pépite qu'on a envie de partager, testez-nous aussi, est-ce que c'est vraiment différent ? Et je vous expliquais tout à l'heure pourquoi j'ai l'impression que c'est très différent de ce que font les autres. On a dit, mais est-ce qu'il y a un attrait ailleurs ? Est-ce qu'il y a un intérêt de voir ? Et puis la réponse était très vite, oui, il faut qu'on fasse quelque chose. On s'est dit, ok, mais il y a tellement d'autres acteurs, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous avez besoin de nous ? Et puis souvent, la réponse à qu'est-ce que vous voulez résoudre comme problème, c'était, faut qu'on ait de l'IA, en fait. Faisons de l'IA. Maintenant, moi, historiquement, j'étais de l'autre côté aussi pour les restructurations et des gestions ad interim des établissements en Suisse. Et puis, dès qu'on fait un projet informatique, d'abord, souvent ça coûte, mais ça va bloquer des ressources par tout le monde en fait. Et c'est un énorme projet. Donc on s'est dit, oui, on a envie de répondre à ceux qui ont envie de dire l'innovation, et pas juste pour le mauvais exemple comme c'est fait là, faire semblant et bloquer l'équipe, mais il y a quand même une importance d'être un peu précurseur et avoir de l'expérience avec des choses qui vont venir. Donc, ça se justifie quand même, évidemment. Mais on a essayé de se poser des questions, mais à quoi devrait vraiment servir Cody ? Et puis du coup, il y a des éléments comme notamment décharger ou potentiellement remplacer là le rôle où on les trouve plus parce qu'ils sont difficiles à recruter. Donc décharger la charge de travail des teams, donc en Suisse on dit codeur médical, mais du coup les codeurs, l'information médicale que vous avez en France. Et puis que ce soit par le fait que vous ne pouvez pas les recruter ou par le fait qu'ils sont en retard, il y a quelqu'un qui n'est pas là et tout de suite ça impacte la trésorerie. D'autres éléments, c'est que tout simplement aider les DIM, en fait, parce que vous avez souvent une sacrée responsabilité et charge de travail sur une ou peu de personnes qui doivent surveiller le travail et du coup un chiffre d'affaires de facturation énorme. On a de manière générale une amélioration de ces montants et de cette facturation. Est-ce qu'on peut aider dans un sujet très particulier où vous trouvez beaucoup d'informations pour être sûr d'avoir tous les diagnostics? Est-ce qu'on peut améliorer le montant de la facturation? Et ensuite, évidemment, il y a une partie pour nous en Suisse qui est très particulière, mais je la sens en France, vous avez les mêmes défis. La gestion de la durée de séjour
et un coût qui n'est pas le salaire d'un team, qui est le coût des nuits inutilement occupées par le patient, parce qu'on peut très difficilement prévoir quand il va sortir. Et grâce à un codage en cours d'hospitalisation, ça nous permet souvent de définir une sorte de mini-itinéraire clinique qui nous permet de mieux estimer pour les équipes cliniques de quelle serait la durée de sortie, la date de sortie, et avec ça, optimiser le processus. Et du coup, globalement, ce qu'on voit aussi en Suisse, c'est qu'il y a une importance de libérer du temps des DIM Teams pour avoir une interaction beaucoup plus intense avec les cliniciens. On se rend compte que souvent la documentation, elle n'est pas waouh pour le codage final, pas parce que les médecins n'ont pas envie, parce qu'ils ne savent même pas en fait ce qu'ils doivent mettre en détail. Et avoir toutes ces interactions, les explications, dès qu'on libère leur temps, parce qu'ils ne sont pas sous l'eau à coder toujours la même hanche, mais ils peuvent avancer avec leur savoir-faire très particulier, et puis avoir une interaction, c'est ça ce qui contribue aussi indirectement par la suite aussi à l'amélioration de la facturation. Donc, je ne sais pas si vous vous retrouvez dans l'un ou l'autre des objectifs avec lesquels vous êtes venus aujourd'hui. Notre objectif, c'était de pouvoir répondre à chacun des points avec un processus ou un outil. Maintenant, l'entreprise, comme on l'a créée à la base, c'était pas un outil IA. C'est pas la start-up qui dit « Ah, on a une superbe idée à l'école, on doit faire quelque chose ». Cette entreprise existe, moi je travaille dans le domaine depuis 26 ans, mais l'entreprise existe, Swisscoding, depuis 8 ans maintenant, avec une mission qui est bien illustrée, je pense, par ce bande dessinée, en disant que tout ce qu'on va faire, c'est vous rajouter de l'administratif. Au niveau national, on a parfois l'impression que c'est notre mission populationnelle de dire « Ah, mais c'est parce qu'on a peur des augmentations des coûts. Donc les parlements, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent contrôler, trouver des idées, mais pour contrôler, il faut avoir plus de données. Pour générer plus de données, on va trouver des astuces pour vous faire plus de travail administratif. » Donc, de moins en moins, les cliniciens auront le temps de travailler auprès des patients. Et du coup, la mission de l'entreprise, à la base, était d'aider avec toutes les tâches, les éléments qui chargent le temps des cliniciens. Et pour y répondre, ce que nous avons créé, en fait, c'était chronologiquement, de gauche à droite, un certain nombre de réponses. Le premier, c'était parce que du conseil et des restructurations financières des établissements, quand en Suisse, en 2012, on a introduit les rémunérations forfaitaires, c'était assez de pression sur tout le monde, on ne savait pas comment faire, et il y avait tout le revenu qui était dans une boîte noire, ce codage médical que personne ne comprend vraiment en détail, même le DAF, même le directeur médical, souvent ils ont une notion, et ils ne comprennent pas le détail, ils savent très difficilement l'influencer. Donc on s'est dit, on va créer une entité qui est le paradis des teams. Le paradis des DIM, on va mettre toutes ces ressources de manière centralisée à un endroit, on peut le manager, faire des choses, et puis du coup, avoir une professionnalisation de ce retour. Vous allez voir, je reviens tout à l'heure, qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est Cody qui travaille en temps réel en arrière-plan. En fait, toutes les 5 minutes, le compteur se met à jour. Comme ça, vous voyez que ce n'est pas une théorie dont on parle, c'est des cas qui se font coder en arrière-plan en temps réel. Donc du coup, on a créé une équipe de team pour la documentation médicale, le codage, la facturation, la gestion de tout le processus maintenant que vous avez avec les commissaires aux comptes, toute l'histoire est gérée par ça. On a rajouté un peu le niveau plus intellectuel, conseil via une équipe de DIM. Vu qu'en Suisse, c'est similaire qu'en France, il y a très peu de formation pour ces métiers et formation continue, on a créé une académie. Et avec ça, on est devenu, depuis 2014 qu'on a commencé, 2018 on a créé l'entreprise, la plus grosse équipe de codage médical de team en Suisse. Et puis on est allé voir tous les prestataires qui existaient il y a 5 ans en arrière à peu près, en France et en Allemagne, qui pourraient donc avoir une importance pour la Suisse en termes langage. Et puis dit, mais vous nous dites il y a l'IA, avant que je crée une boîte encore plus grande et vous allez me remplacer avec un CD-ROM, dites-moi ce qu'il y a aujourd'hui et puis rendez-nous plus efficients. Puis on a fait le tour et on a testé toutes les solutions qui existaient il y a 5 ans, soit directement, soit via des partenariats avec nos clients. Et puis,
Le temps de codage chez nous aujourd'hui, on code de l'hôpital universitaire jusqu'à la petite psychiatrie de 3 lits, à peu près tout. La moyenne, elle est de 23 minutes pour un cas OSP. Et elle a évolué grâce à l'IA à 36 minutes. Parce que c'est des IA qui trouvent des mots-clés, qui disent « Oh, j'ai trouvé un mot-clé qui est aussi dans un catalogue SIM, par exemple. » Ils disent « Ah, il faut mettre ce code. » Mais ils n'ont aucune intelligence ou logique derrière, ils ne connaissent pas les inclusions, les règles de facturation. Et donc, du coup, ça nous a fait beaucoup plus de temps sans aucune plus-value sur la facturation. Du coup, on a abandonné tout ça et on a laissé savoir sur le marché que on n'est pas énorme par rapport à ce qui existe en France, mais en Suisse, on est le plus grand, ça nous intéresserait d'être plus efficient si un outil en veut bien. Et il y a IBM qui est venu nous voir il y a 2 ans et demi en arrière. Et puis, on a développé avec eux, qui ont dit « Ah, mais on veut remplacer tout ce qu'on a avec notre Watson qui joue super bien aux échecs, mais si c'est pas codé. On veut remplacer ça, faisons quelque chose ensemble. » Puis du coup, OK, si vous amenez l'IA, l'argent, tout ce qu'on n'avait pas, nous, on amène les clients, le savoir-faire du codage médical, et puis faisons quelque chose ensemble. Mais l'assistance, j'y crois pas. Donc, si on fait un projet ensemble, notre outil qu'on va faire, il doit être complètement différent. Et vous allez voir, cette idée à la base, jusqu'à aujourd'hui, c'est un fondamental qui nous différencie des autres. On a dit, plutôt que de nous aider sur beaucoup de cas, c'est pas important combien de cas l'outil arrivera à traiter, mais ces cas-là, j'ai plus envie d'y toucher. Donc il faudrait que ce soit un outil qui, même sur 1000 cas OSP, il arrive à faire que 10. C'est pas grave au début. J'aimerais que ces 10, il me dise lesquels il a bien fait et qu'il les ait aussi bien fait qu'un team chez nous et que je puisse l'envoyer en facturation directe sans 4 yeux dessus. Après, on fait les contrôles qualité comme on fait sur nos collègues pour être sûr que ça marche. Mais il faut que je puisse entièrement déléguer ces cas-là. Et après, si on a fait 10, on peut augmenter à 100, à 1000, puis voilà. Et c'était vraiment une surprise, je ne croyais pas au début. Ça a vraiment fonctionné. Au début, c'était vraiment que 10. Mais avec le temps, ça a augmenté. Malheureusement, avec IBM, ça n'a pas marché parce que c'est une grande entreprise internationale et il fallait qu'ils aient des centaines de millions de chiffres d'affaires pour pouvoir s'engager. Puis on essayait de leur expliquer que malgré toute la bonne volonté, notamment de nos clients DIM, ils allaient rien valider en 3 mois pour des centaines de millions. C'était plus long le processus de décision. Et donc, du coup, on a pu récupérer toute leur équipe IA. Donc, aujourd'hui, on bénéficie d'une équipe d'informaticiens et d'ingénieurs IA qu'on n'aura jamais pu avoir comme ça, qui viennent du MIT et qui ont une expérience internationale, mais qui ont pu reproduire l'outil pour qu'aujourd'hui, on soit indépendant dans ce qu'on propose. Et c'est suite à ça qu'on a créé Swiss Coding Technology, qui est l'activité purement IA et qui commercialise que la partie IA indépendamment de tout le reste. Mais on est au même bureau en fait, donc l'outil, dès que vous avez Matteo, commande des ingénieurs IA qui est là aujourd'hui, dès qu'il a une nouvelle idée, il y a tout de suite 3 codificatrices team qui disent non mais c'est du n'importe quoi, il faut penser à ceci et cela. Et ça nous donne une bonne dynamique et un bon contrôle qualité. Et tout ça, vu que moi je ne sais pas faire votre travail, se base sur une plateforme informatique où on a énormément de données en fait, qui nous permettent d'améliorer le système et qui fait qu'on avait depuis toujours une plateforme particulièrement bien certifiée, isolée, pour pouvoir traiter des données patients de très grands volumes. Il y a à peu près 1/4 de toutes les hospitalisations en Suisse qui transitent par notre plateforme chaque nuit. Le résultat du fichier similaire RSS que vous avez chez vous, on voit tous les codes un peu comparer et faire des analyses de qualité et de statistiques là-haut. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le groupe Swiss Coding, c'est pas énorme, mais pour nous, c'est une grande partie. On fait à peu près 80 000 cas hospitalisation qu'on code nous-mêmes et à peu près 250 000 qui transitent par le système. Vous allez voir la présentation, si vous souhaitez, vous pouvez la prendre. Il y a quelques slides qui expliquent pourquoi on est les meilleurs. Et c'est pas que c'est pas vrai, mais c'est pas l'essentiel. Je vais vous convaincre de l'outil. Ce qui nous rend peut-être un peu particulier. Et ça, j'aimerais bien que vous exigiez aussi de nous dans les discussions. C'est qu'on ne doit pas venir avec un outil. Il n'y a pas de CD-ROM à prendre à la sortie. Si on vient, il faut qu'on puisse vous aider à résoudre un des problèmes que j'avais cités initialement. Et pour ça, il faut qu'il y ait une équipe, oui, technique, mais aussi que toutes les compétences codage soient là. Et du coup, on est en train de construire aussi l'équipe pour compléter les compétences qu'on a jusqu'à aujourd'hui pour la France et pour dire non mais attends, on fait tout le suivi en direct et avec les projets qui fonctionnent aujourd'hui. On a des projets pilotes qui ont démarré.
on doit le prouver au quotidien. Tous les outils que vous allez voir aussi aujourd'hui sont développés un peu par les codeurs pour les codeurs, puisque les codeurs, ils surveillent tout. Et ce qu'il faut savoir, et ça j'ai aussi envie que vous puissiez exiger, c'est pour ça que je suis content que ce soit un petit comité. Quand je vous dis quelque chose, il faut que vous puissiez revenir dessus dans une année et dire que Stéphane t'a dit ça, parce que ça joue pas. En Suisse, c'est plus facile parce que tout le monde se connaît. Donc, du coup, pour raconter une bêtise, le lendemain, ça revient. Donc, on essaie d'être plutôt juste sur ce qu'on dit. Voilà. Ça, c'est un peu l'intro, d'où vient la boîte et pourquoi on est un peu différent dans le contexte. Maintenant, il y a aussi une liberté que vous pouvez utiliser. En France, jusqu'à aujourd'hui, on n'est venu qu'avec Swiss Coding Technology en disant bien qu'avec l'IA, vous avez tous les autres processus, vous savez des choses. Mais notamment, notre équipe DIM fait énormément de revalorisation en Suisse. Soit historiquement, soit en temps réel, toutes les nuits, tous les matins, avant facturation. Et cette revalorisation, elle est faite à la fois de manière manuelle, basée sur des outils qui sont basés sur des règles, basée sur de l'IA qui va dans l'autre sens, qui dit « Ah, mais si tu as utilisé le code ABC, tu aurais probablement aussi dû utiliser le code D parce que tout le monde le fait. » Et du coup, l'outil peut aller chercher dans la documentation et valider si le D est justifié, sans qu'on passe du temps humain pour confirmer ce genre de choses. Mais aussi par le fait que même les cas que Cody n'arrive peut-être pas à faire aujourd'hui, il les fait souvent assez bien pour que ça fasse un très bon 4 yeux. Et du coup, on peut faire une revalorisation même sur le fait qu'on ait un deuxième team, l'outil, qui valide et dit écoute, non, là, je suis plutôt sûr. Pas assez pour dire écoute, je le facture tout seul, donc fais-le. Par contre, je ne l'aurais pas fait comme ça. Et donc, du coup, ça vend des tips. Donc, en fait, il y a différentes manières dont on peut utiliser et aussi mettre à disposition l'outil en fonction de vos besoins. On peut venir avec plus ou moins de la gamme de prestations ou des compétences qu'on aurait dans l'équipe. Maintenant, la partie Cody, je suis particulièrement content que Robert soit là parce que c'est grâce à lui et son soutien depuis le premier jour qu'on a pu développer ce qu'on a aujourd'hui parce qu'il nous fallait évidemment énormément de données cliniques réelles et quelqu'un qui nous fasse confiance que ça va arriver quelque part sans avoir de résultats. Il vous racontera quel était le processus, souvent bien, parfois douloureux, mais finalement un résultat qu'aujourd'hui ça tourne dans tous ces établissements depuis à peu près une année. Et du coup, ce que fait Cody, c'est qu'il devient un membre de votre équipe. Et on s'est rendu compte dans cette interaction qu'il ne faut vraiment pas le considérer comme un outil. C'est pour ça qu'on a délibérément pas une interface à mettre à disposition. On a une pour vous, en fait, pour faire la surveillance, compréhension, mais il n'y a pas de nouveau un outil, de nouveau des informations pour les teams à utiliser et à apprendre. Il faut vraiment l'imaginer comme un nouveau team qui rejoint l'équipe, qui s'appelle pas Jean-Pierre ou Chantal, qui s'appelle Cody, et puis du coup, à qui on va confier au début un peu, parce que même s'il a expérimenté, il a déjà codé partout, on va quand même surveiller au début. Et petit à petit, on lui fait confiance. Donc au début, on va lui confier une partie du codage, et après, de plus en plus de volume, en OSP et ou en embu. En embu, c'est plus facile, je vous montre tout de suite. Donc, imaginez le reste de l'explication comment marche l'outil, vraiment comme si c'était une personne qui rejoint l'équipe. Et donc, vu qu'on parle quand même de IA, dans le processus de documentation jusqu'à la facturation, aujourd'hui, il y a beaucoup d'endroits où on parle de IA. En fait, on parle déjà tout à gauche ici avec la dictée par le médecin, la transcription par le secrétariat. Il y a plein d'outils autour des solutions ambient en fait, qui écoutent, ils font des choses comme ça. Après, on a tout selon la clinique, comment j'archive, comment je retranscris, est-ce que c'est une bonne qualité, est-ce que c'est écrit à la main. Il y a plein d'étapes jusqu'à ce qu'on ait tout dans un système ou dans des systèmes où il y a la documentation et jusqu'à ce qu'on puisse dire maintenant, le cas il est prêt à coder parce que toute la documentation est terminée. Et après, pour nous, il y a un accès à distance. Et puis, on lit dans l'environnement, manuellement, avec l'équipe de team qu'on a, tous les documents. On fait le codage PMSI. Et même s'il y a un contrôle qualité, souvent il est manuel ou par des règles. Toujours une personne derrière. Et après, il y a une transmission de la facture aux assurances concernées. On pourrait faire beaucoup d'IA partout. Ce qu'on fait avec Cody aujourd'hui, on se focalise que sur cette partie. Le métier core, team, transformation de la documentation clinique en code. Que ce soit les codes de diagnostic ou d'acte, c'est le même processus chez nous.
Et du coup, l'objectif, c'est que Cody remplace ce travail. Aujourd'hui, de fait, dans les établissements, et ça se confirme par les pilotes qu'on a en France, les établissements où il est en production, on est même dans les hôpitaux régionaux d'une certaine importance, donc avec des cas, c'est pas toujours la même hanche ou le même œil, avec des cas relativement larges, on est rapidement à 25%. Donc sur les 10 que je vous disais initialement, aujourd'hui c'est 250 sur 1000, c'est 25% des cas OSP que l'outil arrive à coder de manière autonome avec la même exigence qualité qu'on a envers les humains. On a pu avoir en Suisse, il n'y a pas les commissaires aux comptes, il y a un audit des sociétés indépendantes qui font des audits qualité, comme ils font sur les finances, et ici ils le font sur le codage médical. Et du coup, ils nous ont attesté 99% de précision de la facture. Oui. Qu'est-ce que vous appelez OSP? Les cas OSP, c'est tout ça peut être... Les cas qui sont hospitalisés, qui sont restés d'une nuit, on les sépare de l'ambulatoire. L'ambulatoire, c'est tout ce qui est zéro, enfin sans nuit. Exactement. Et vu que s'il arrive à faire 25% des cas, on va dire, relativement compliqués, qui sont restés au moins une nuit, donc il y avait une relevance, pour la partie ambulatoire, la documentation est beaucoup plus restreinte souvent, beaucoup plus vite, et puis les précisions à atteindre pour que ça soit juste sont aussi moins complexes à atteindre. Donc aujourd'hui, en Suisse, on arrive à couvrir 100% des cas ambulatoires avec la précision requise qui est comparable au niveau facturation avec l'humain. Donc on n'a plus ces questionnements, et je sais qu'il y a beaucoup de sujets quand on va aux conférences, on dit « Ah ouais, en France, on arrive à faire 20% des cas ». C'est souvent 20% du volume total qui est ambulatoire et OSP. Et donc du coup, ça veut dire nous, les 100% OSP, on les a, et puis maintenant on parle des 25% en top, qui sont les cas compliqués OSP. Et là, on ne parle pas du diagnostic principal, on parle d'un codage complet. Je vous explique pourquoi, ce qui fait la différence, parce qu'évidemment, il y a une raison pour ça. Mais du coup, cette partie-là, aujourd'hui, on peut remplacer avec confiance, pas sur le tout, mais sur une grande partie des cas. Et après, il y a beaucoup de API, des interfaces pour des solutions qui existent pour la retranscription des interventions ou aide à la dictée. Là, on essaye de voir, plutôt qu'on fasse une super documentation, super assistée par un outil IA quelconque, et après, le team qui doit rappeler pour dire « Écoute, la précision que tu as dictée là, elle est chouette, mais elle ne me suffit pas, il faut que je sache ceci ou cela. » On essaye de travailler avec tous ces prestataires pour le mettre à disposition une sorte de codage en temps réel. Et chaque paragraphe, pendant qu'il est dicté, on envoie. Cody, il dit « Ouais, c'est chouette, mais c'est pas... j'ai besoin de plus de précision. Est-ce que tu es sûr qu'il n'a pas eu ça ?» Puis il renvoie cette information. C'est pas notre domaine, donc on va pas s'aventurer là. On va via des interfaces mettre à disposition l'intelligence codage pur pour ces domaines. Donc, quand Cody il travaille, il doit vraiment travailler comme les membres de votre équipe. Il ne doit pas faire ça difficile, il va prendre la documentation médicale dans la forme qu'elle existe. Si vous avez un super dossier patient informatisé, tant mieux, il utilisera ça. Accès direct via des interfaces ou des API, des bases de données, peu importe, il prend la donnée structurée qui existe. Là où vous avez des documents qui sont numérisés, générés en PDF, peu importe, on va utiliser ce qui est là. Et donc du coup, il prend cette information et en fonction de ce que vous avez dans les processus chez vous, on peut soit suivre chacun des documents et chacune des informations qui est en cours de création, soit on se fie à ce que vous dites « Ah, maintenant c'est prêt à coder, j'aurais donné sur la liste de travail de ma team » et puis elle peut le coder. Pourquoi c'est intéressant qu'on fasse le traçage en cours de route éventuellement? C'est parce qu'on peut décider ensemble quand est-ce que vous voulez que Cody soit déclenché. On peut le déclencher quand vous dites « Non, mais c'est fini, maintenant la team fait pour la facturation le codage final ». Mais on peut le déclencher en cours d'hospitalisation. Le déclencher dès que dans HM ou peu importe quel outil vous avez, il y a une nouvelle. Donc dès que le matin, après la visite, les médecins prennent leurs notes. Nouvelle valeur labo. Ou toutes les 2 heures. Donc du coup, on essaye de décider, est-ce que vous voulez avoir un codage en cours de route à mettre à disposition à peu importe quel est le métier ou la manière dont vous gérez aujourd'hui la gestion des flux et la gestion de la sortie. Mais dans tous les cas, à un moment, on aura coché des cases pour déclencher le travail de Cody. Donc quand tout est coché, il commence son travail.
Qu'est-ce que ça veut dire qu'il commence son travail? Ça veut dire qu'il va accéder à l'ensemble de la documentation clinique de la même manière qu'un team. Donc il a besoin de pouvoir lire le maximum d'informations brutes possible. Vu que ça se passe en quelques secondes, on peut lui donner beaucoup de sources que parfois les teams ils disent non mais attends, la probabilité que dans ce logiciel ça et tout, je me connecte 12 000 fois, je regarde peut-être pas. Bon, lui on peut chaque fois lui demander de regarder. Donc ça aide un peu à ne pas oublier des choses. Mais la première chose qu'il va faire avec la documentation clinique, il va l'anonymiser. C'est juridiquement pas le bon terme, on parle de désidentification, parce qu'à un moment, il va falloir qu'on puisse vous renvoyer le code dans le bon dossier. Mais la grosse différence que fait Caudy par rapport à tous les autres outils, et ça, c'est une discussion qu'on peut avoir après, c'était mon pari, je ne veux pas produire quelque chose qui existe déjà. Donc mon pari, c'était que les LLM dont on profite aujourd'hui pour du ChatGPT, du Copilot, de Claude, peu importe, ils marchent sur des énormes infrastructures. Et ils sont tellement bons parce qu'ils ont la puissance de bien comprendre ce qu'on leur dit. Et ça, il va falloir amener dans la compréhension de la documentation médicale. Mais ça veut dire qu'il vous faudrait des GPU, en fait techniquement des clusters de plusieurs GPU dans votre data center à la cave. Ça va pas se faire. Et dès que vous l'avez mis en place, il y a nos ingénieurs qui disent non mais il y a une nouvelle version de Claude, elle a besoin d'autres GPU et puis du coup on aurait commencé. De vous dire, ah mais en prenant vos données et on paye une version pro de ChatGPT, ils ont promis que pour 20 francs, ils n'utilisent pas les données, ça va pas le faire non plus. Donc il fallait trouver un intermédiaire. On avait cet environnement sécurisé, certifié, qu'on peut déployer, qu'on a déployé dans chacun des pays où on est aujourd'hui, qui reste que ce soit régional, ça peut être vraiment même être proche ou chez l'hébergeur du choix du client, mais des data centers qui ont des GPU à disposition. Et puis du coup, on va installer en local sur des serveurs que nous on maîtrise et qu'on coupe d'internet autre que le tunnel depuis l'hôpital. Et du coup, on va installer les LLM là-dessus. On travaille avec des douzaines de LLM et en fait, c'est l'orchestrage de quel LLM comprend quel type de code pour quel type de cas au mieux qui fait la puissance de l'outil. Et du coup, on va transmettre une version complètement déidentifiée, qu'on identifie sur un mini machine virtuelle en local chez vous. Comme ça, vous pouvez voir est-ce que les étoiles sont vraiment propres partout, est-ce que le préposé à la protection des données il peut valider et vérifier tout ça. Et c'est ce type d'information qui est transmise seulement à ce serveur, qui lui-même pourrait traiter les données patients. Du coup, on a une double sécurité, que non, on ne transmet pas les données patients, elles ne sont pas plus considérées comme données médicales quand on les transmet. Et puis, on les met dans un environnement qui pourrait les traiter parce qu'il est certifié en conséquence. Donc du coup, là, une fois qu'on a toutes ces données, on fait la puissance en fait de ces GPU et des LLM qui font 20 minutes de discussion pour dire faire la même chose que vos teams, générer les codes. Donc il y a la documentation, il génère les codes, ici c'est une capture d'écran d'un système suisse, donc les diagnostics sont à peu près les mêmes, et après les codes de traitement. Ce qui est important, c'est pas les codes par contre. Ce qui fait la différence de Caudy, c'est qu'il vous donne en fait un degré de confiance pour chacun des codes. Ce qui fait qu'il peut auto-évaluer est-ce que je suis sur ces 1000 que je disais tout à l'heure, sur les 10 ou pas. Est-ce que je suis dans les 25 ou pas? Est-ce que je suis assez bon pour vraiment l'injecter tout seul, sans interaction et contrôle humain dans la facturation? Et seulement s'il coche les cases, et après ça, pendant le déploiement, on va définir plein d'éléments supplémentaires, comme vous feriez avec un nouveau collaborateur team qui dit écoute, les cas simples tu peux faire, s'il est passé aux soins, j'en viens faire un cas de yeux, si c'est le docteur tel, c'est illisible ce qu'il écrit, j'ai une idée ce qu'il veut dire, je veux regarder, peu importe quels sont les critères, on peut les rajouter et on décide ensemble qu'est-ce que vous voulez que l'outil injecte ou pas. Il vient non seulement avec les scores de confiance, Christophe vous racontera tout à l'heure, il vient avec un raisonnement plus détaillé pour chacun des codes qui peut vous permettre de comprendre pourquoi il a réfléchi comme ça, le corriger s'il faut, mais on l'utilise même pour les justifications vers des CAC ou vers des formations internes pour dire écoute, c'est pour ça qu'on a utilisé tel et tel code. Là où il est sûr, le raisonnement est aussi utilisable à un degré qui fait que c'est correct pourquoi il a réfléchi d'une certaine manière. Donc nos experts au niveau national ont travaillé pour lui expliquer ce raisonnement, comment choisir le code et réfléchir vraiment comme un team dans la formation. Et c'est ce raisonnement qu'il rend aussi. Et après, maintenant c'est une interface suisse aussi, mais il injecte directement dans votre outil de facturation. Il change le statut, prêt à facturer, et puis c'est réglé. Ça disparaît de la liste de travail des teams. En quelques minutes, en arrière-plan, ils ne s'en rendent même pas compte. Mais le processus est le même.
passe juste pas par l'interface de codage, mais quand c'est prêt à coder, il dit « Ah, je code » et il évalue. Et quand il dit « Ah, j'ai bien codé, je suis fier de moi, j'ai le droit », du coup, il injecte et ça disparaît automatiquement de votre liste de travail. Mais dans les outils internes, vous avez la même traçabilité de tout ce qui a été fait. Et pour toutes les informations, comme le raisonnement, des scores de confiance, des choses comme ça, si vous voulez travailler avec, contrôler, il y a des interfaces qu'on peut mettre à disposition, comme celle qu'on vient de vous montrer. Il y a des tonnes de graphiques et des choses comme ça où on peut analyser ensemble, donc il y en a vraiment des douzaines pour savoir pourquoi il a injecté, il n'a pas injecté, comment on peut améliorer, est-ce qu'il y a des GHM où ça marche mieux ou moins bien, et du coup est-ce que c'est la documentation, comment est-ce qu'en cours de route on peut le faire évoluer. Donc le résumé pour nous, c'est que on a de la chance grâce à une impulsion externe, grâce aux besoins qu'on avait nous, et grâce au pari qu'on a dit. Il faut qu'on déidentifie et qu'on prenne la donnée médicale au sérieux, mais il faut qu'on trouve une manière qu'on amène les GPU là où ils doivent les traiter. On ne peut pas faire avec le petit laptop super puissant à la cave. Il faut qu'on joue le jeu des grands. Et on ne peut pas dire « Ah, mais avec mon téléphone, j'ai accès à des trucs de fou, et après je vais dans un hôpital et puis on est sur l'équivalent de Windows Vista. » En fait, à un moment, il faut qu'on mette la puissance à disposition. Ça, c'était le pari qu'on a fait. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a ces points qu'on peut coder seul. Ce n'est pas que des suggestions. Il y a une grande partie qui est vraiment à précision humaine, donc vous pouvez utiliser en direct. Et puis, vu que c'est quand même une solution en sorte SaaS, qui fait qu'elle se met à jour automatiquement. En Suisse, on a des mises à jour des catalogues et des règles plusieurs fois par année. Et du coup, ça, il sait à l'avance parce qu'il lit comme une information logique. Et puis il peut l'appliquer tout de suite sans avoir besoin des millions de cas et essayer de refaire un codage sur la base des exemples. Il peut vraiment faire le codage sur la base de ce qu'il a appris de manière logique. Donc il y a un développement rapide, très rapide en quelque sorte. Après, si vous voulez discuter, je ne vais pas vous montrer le slide maintenant pour qu'on puisse tout de suite voir la validation par notre premier client pour voir est-ce que c'est vrai ce que je vous ai raconté. Et donc du coup, on peut vous proposer une étape, petite étape par petite étape. L'idée, c'est pas d'un moment de dire « Ah ouais, il faut prendre Cody, ça coûte des millions et tout ». C'est des petites étapes avec un fichier RSS. On peut en quelques jours vous montrer exactement où il pourrait coder ou pas. Et du coup, on fait par très petites tranches qui vous coûtent rien. Je me suis mis à la place de ce que j'avais à l'époque. Il y a plein de choses. On était encore à Tech for Health là, à Paris la semaine passée. En tant que directeur, j'aurais pas acheté en fait de plein de choses que je vois parce que ça me fait pas confiance en fait. Je vois pas, c'est des idées, des startups, c'est cool. Et donc du coup, il faut que nous aussi, on puisse vous montrer que c'est pas une idée. Étape par étape, vous pouvez tester. Avant d'en faire un vrai projet, vous avez quelque chose de concret dans la main. Et ça, il va falloir qu'on vous montre. On peut entrer dans ces détails si vous le souhaitez. Résumé de tout ça, Cody, oui, c'est un outil, mais prenez-le comme un collaborateur et c'est comme ça qu'on essaye de voir comment est-ce que la nouvelle Chantal qui est arrivée ce matin comme team peut devenir la prochaine super codeuse et prendre l'ensemble des cas de l'ensemble des établissements du groupe, de l'ensemble des prestations qu'on offre. Et puis c'est là où on essaye d'amener aussi Cody. Voilà. J'espère que vous n'avez pas de Chantal qui... Ah, plus. Ah ouais. Ah, alors, il y a peut-être une place pour Cody. On a chez nous aussi une grosse discussion. Qu'est-ce que ça veut dire pour les teams, parce que si je dis on a la plus grosse équipe team en Suisse, du coup, qu'est-ce que ça fait pour nos collaborateurs? Et on est profondément convaincu que de faire l'expérience avec cet outil permet, de aider les teams à évoluer en fait dans leur métier, mais aussi de vite libérer du temps et avoir des rôles plus variés, aussi interagir avec les médecins. Je pense pas qu'on va arriver à 100%. J'espère qu'un jour on arrivera peut-être de 25 à 50. On est à 60 dans des cliniques vraiment orthopédiques qui font toujours la même chose. Mais ça va transformer quand même le métier et j'espère pour du bien, avec beaucoup plus d'aide, d'outils, mais aussi pour plus de temps pour l'interaction. Et souvent, c'est des cliniciens qui reviennent et qui seraient contents de revenir dans une interaction humaine. Et là, je vois là vraiment une opportunité pour les équipes plutôt qu'un danger. Donc, j'espère que Chantal aura un bon avenir. Pour les autres, on ne veut pas être une menace non plus. Une opportunité pour un bel avenir.